Le visage actuel de la guerre au Moyen-Orient. Hier, on a appris, grâce à un nouvel article du Washington Post, que les États-Unis envoient encore plus d'armes dans la région. On sait au moins que des F-16 viennent d'Allemagne et des F-35 du Royaume-Uni. Ils sont en route vers la région, et les capacités iraniennes atteignent d'une manière ou d'une autre la Jordanie, parce que toutes ces armes ont été transférées, semble-t-il, des États arabes du Golfe Persique vers la Jordanie. Et maintenant, l'Iran frappe des cibles en Jordanie. C'est l'un des problèmes avec ces avions de chasse, ces missiles, ou peut-être même avec la présence de troupes américaines en Jordanie. Et l'autre point, c'est qu'il y a à peine une heure, les Yéménites ont annoncé un blocus contre l'Arabie saoudite. C'est quelque chose de nouveau, surtout après le siège qu'ils ont subi pendant des années. Alors, pour revenir à la position de Donald Trump et de son administration, en gros, leur principal objectif en ce moment, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et la poursuite de la guerre semble être l'un des principaux outils dont ils disposent, ou du moins qu'ils envisagent d'utiliser. Comment voyez-vous la situation actuelle du conflit entre l'Iran et les États-Unis? J'ai toujours pensé que l'Iran avait gagné cette guerre et que les États-Unis n'avaient aucune stratégie capable de renverser ce fait fondamental. À mon avis, le mémorandum d'accord signé le 17 juin était en réalité un document de reddition. Les États-Unis ont reconnu que l'Iran avait l'avantage. Et si on regarde ce mémorandum de près, c'est évident que les Iraniens ont gagné sur pratiquement tous les points. Mais ensuite, pour une raison ou une autre, le président Trump a décidé de violer cet accord. Il voulait créer un passage dans le détroit d'Ormuz, sous contrôle américain. Et bien sûr, les Iraniens ont déclaré que c'était inacceptable, et ils ont attaqué des navires qui tentaient de passer par ce couloir dominé par les Américains. Les États-Unis ont réagi en attaquant l'Iran. Et maintenant, on assiste à cette campagne de représailles, coup pour coup, entre les deux camps. Je crois que ça a commencé le 8 juillet, et à part 1 ou 2 jours de pause, ça n'a pratiquement pas cessé depuis. La vraie question, à mon avis, c'est quel est le résultat final de cette stratégie du coup pour coup? Est-ce que les États-Unis en sortent gagnants? Est-ce qu'ils réussissent à amener l'Iran à admettre qu'il ne contrôle pas totalement le détroit d'Ormuz? Ou bien est-ce que les États-Unis perdent, tout simplement parce que les Iraniens ne lâcheront jamais? Et en plus, les Iraniens ont l'avantage dans l'escalade, non? Alors, laquelle de ces deux histoires vous semble la plus crédible? Moi, personnellement, je pense que les faits sont parfaitement clairs. Nous, c'est-à-dire les Américains, et les Iraniens le peuvent. Et les Iraniens sont en train de gagner. Si on regarde ce qui se passe, autrefois, personne ne parlait de bombarder la Jordanie parce que tous les atouts militaires américains importants pour les Iraniens se trouvaient dans des endroits comme le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et ainsi de suite. Ce qui s'est passé, c'est que les bases américaines dans ces États du Golfe ont été tellement endommagées, détruites ou mises hors service que la Jordanie est devenue l'endroit où l'on installe la plupart de nos principaux moyens militaires pour agir contre l'Iran. Donc ce qui se passe maintenant, ces derniers temps, c'est que les Iraniens s'en prennent aux forces américaines à l'intérieur même de la Jordanie. Et je pense qu'on peut dire du point de vue iranien qu'ils font un excellent travail pour démanteler ces installations américaines en Jordanie. Et quand on regarde tout ça se dérouler, on a vraiment l'impression que ce qui va se passer, c'est que les États-Unis vont devoir rapatrier toutes leurs forces militaires en Israël. Et d'ailleurs, Israël n'est pas particulièrement enthousiaste à l'idée d'avoir ses forces américaines sur ses bases. Parce que les Israéliens comprennent très bien
tout comme les États du Golfe le comprennent, et tout comme la Jordanie le comprend, que cela fait de vous une énorme cible qui attire les missiles et les drones iraniens. Et les Israéliens ne veulent pas de ça, pas plus que les Jordaniens, ni que les États du Golfe. Donc en réalité, les États-Unis sont en train de perdre, lentement mais sûrement, leur capacité de projection de puissance dans le Golfe. Tout cela montre clairement que l'Iran a désormais l'avantage. Alors, ce que Trump a menacé de faire, compte tenu de la situation, c'est de s'en prendre à des centrales électriques, à des ponts et peut-être à des installations pétrolières, ce qu'on appelle parfois des infrastructures civiles, à l'intérieur de l'Iran. C'est ainsi qu'il compte faire monter la pression dans cette campagne de représailles et pousser les Iraniens à baisser les bras. Mais ça ne va pas marcher, parce que les Iraniens riposteront de la même manière, comme ils l'ont montré à maintes reprises. Et les Iraniens peuvent, en réalité, mettre à genoux des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou le Koweït, en s'attaquant à leurs installations pétrolières et gazières ou à leurs usines de dessalement. Les Iraniens ont l'avantage à mesure qu'on monte dans l'échelle de l'escalade. La menace de Trump de s'en prendre aux infrastructures civiles à l'intérieur de l'Iran ne mènera pas les États-Unis à la victoire. En réalité, ça ne fera qu'aggraver une situation déjà mauvaise. Maintenant, mon dernier point, et je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais c'est vraiment crucial, c'est que les Houthis ont annoncé qu'ils allaient fermer la mer Rouge au trafic saoudien. Comme on le sait, les Saoudiens expédient une grande partie de leur pétrole par la mer Rouge, et ils ne peuvent pas passer par le détroit d'Ormuz, pour des raisons évidentes. Les Iraniens contrôlent le détroit d'Ormuz, mais les Saoudiens ont pu exporter leur pétrole grâce à un oléoduc qui traverse le pays jusqu'au port de Yanbu. Et ensuite, le pétrole est déchargé à Yanbu, puis expédié par la mer Rouge. Eh bien, les Houthis ont déclaré qu'ils allaient fermer Bab el-Mandeb. C'est le détroit qui se trouve tout au sud de la mer Rouge. Les Houthis vont le bloquer pour le pétrole saoudien. Ça aura des conséquences énormes sur le flux de pétrole en provenance du Golfe et sur le prix du pétrole dans le monde entier. Donc, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Et ça montre à quel point les Iraniens ont encore beaucoup de cartes en main, alors que les Américains n'ont aucun moyen d'intensifier le conflit et de gagner dans cette logique de représailles qu'ils ont eux-mêmes déclenchée en violant le mémorandum d'entente du 17 juin. Quand on parle de la poursuite de la guerre, beaucoup de gens se demandent « cui bono ?» Qui en tire vraiment profit? Et pourquoi est-ce si difficile pour les États-Unis de simplement se retirer du Moyen-Orient? Ils ne perdraient rien, à part leur domination sur le Golfe Persique, qui est, il faut le dire, très importante. Parce qu'avant le début de cette guerre, tout était calme. Il ne se passait rien de particulier là-bas. Et aujourd'hui, l'objectif principal, comme je l'ai déjà mentionné dans ma première question, c'est de rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais si on regarde la poursuite de la guerre et qu'on compare avec ce qui s'est passé pendant la guerre en Ukraine, on voit bien que quand on affaiblit ses alliés, on ne devient pas plus fort. C'est logique. C'est comme ça que je le comprends. Or, les alliés des États-Unis en Asie de l'Ouest, ce sont les pays du CCG, les États arabes. Si on les laisse s'enfoncer dans ce cycle sans fin de guerre, leurs économies vont en souffrir et ils ne seront pas en état de vous aider. Quelle est votre lecture de cette situation? Je pense que c'est tout à fait juste. Si on revient au 27 février, il semblait, pour presque tout le monde, moi y compris, que les États-Unis disposaient d'une structure de base redoutable dans le Golfe et qu'ils avaient réussi à bâtir une alliance solide avec les États du Golfe. On avait vraiment l'impression que nous avions l'avantage face aux Iraniens. Je crois que tout le monde,
ou presque, comprenaient qu'il y avait un risque que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Mais peu de gens, je pense, et là encore, je m'inclus, mesuraient à quel point l'Iran pouvait utiliser ses missiles et ses drones pour détruire l'infrastructure militaire américaine et au final fragiliser tout le système d'alliance dans le Golfe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai du mal à imaginer que les États-Unis vont reconstruire ces bases dans le Golfe. Non seulement parce que les Américains ne voudront pas bâtir des bases vulnérables aux missiles iraniens, mais aussi parce que les États du Golfe ne voudront pas de ces bases sur leur territoire, pas tant que les États-Unis auront des relations hostiles avec l'Iran. Donc, il est difficile de voir comment cette structure de base et cette alliance pourraient survivre à ce qui s'est passé dans cette guerre, celle qui a commencé le 28 février. Je pense donc que la politique internationale du Golfe risque d'être très différente à l'avenir. Et j'ai le sentiment, même si c'est encore tôt et qu'on ne peut pas vraiment savoir comment tout ça va évoluer, j'ai le sentiment, Nima, que ce qui va se passer, c'est que les États du Golfe vont faire de gros efforts pour trouver un modus vivendi avec les Iraniens. À mon avis, c'est la chose la plus intelligente à faire pour eux. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi la chose la plus intelligente à faire pour les Iraniens. L'économie iranienne a clairement été dévastée, non seulement à cause de cette guerre, mais aussi à cause des sanctions économiques que les États-Unis et leurs alliés imposent à l'Iran depuis de nombreuses années. Sans oublier la guerre de 12 jours qui a eu lieu l'an dernier, en 2025, quand Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. D'énormes dégâts ont été causés à l'économie iranienne. Et il est clair que le pays veut se redresser. Et s'il veut se redresser, cela suppose d'entretenir de bonnes relations avec les autres États du Golfe. Certainement pas de poursuivre cette relation hostile qu'il a aujourd'hui avec eux. Donc je pense que les Iraniens ont tout intérêt à trouver un modus vivendi. Et bien sûr, comme je le disais, je pense que les États du Golfe y ont aussi intérêt. Et je crois que s'ils parviennent à faire partir les Américains de la région, ce serait une bonne chose. Le problème avec les Américains, et c'est très important de le comprendre, c'est qu'Israël veut en gros détruire l'Iran. Israël a plusieurs... Vous voulez dire l'Iran, professeur Mearsheimer? Ah oui, pardon. You mean Iran, Professor Mearsheimer? Oh yes, sorry. Yeah, I didn't mean Ukraine. Désolé. Oui, je ne voulais pas dire l'Iran. Oui, les Israéliens veulent détruire l'Iran. Et donc, ils exercent une forte pression sur les États-Unis pour qu'ils restent dans le conflit. Les Israéliens ne veulent pas qu'on revienne à un nouveau mémorandum d'accord qui ressemble de près ou de loin à celui signé le 17 juin. Ils étaient très mécontents de ce mémorandum. Il y a donc beaucoup de pression de la part des Israéliens, et cela veut dire aussi beaucoup de pression du lobby pro-israélien aux États-Unis, et plus largement des faucons américains, pour qu'on reste engagé dans le combat. Ils poussent sans cesse le président Trump à ne pas revenir sur le mémorandum d'accord. En réalité, ils l'ont même poussé à s'en éloigner. Mais le problème, c'est que les faucons, et c'est vrai aussi pour les Israéliens, n'ont aucune stratégie pour gagner la guerre. On a perdu. Ils refusent de l'admettre. Très bien. Vous refusez de l'admettre. Mais alors dites-nous, quelle est votre stratégie géniale qui va nous permettre de gagner la guerre? Et ils n'en ont pas. Trump a essayé toutes les astuces possibles. S'il y avait une stratégie intelligente à suivre, on l'aurait utilisée depuis longtemps. Elle n'existe pas. Donc en gros, on est condamné dans le Golfe. Et ce n'est qu'une question de temps avant que Trump finisse par le reconnaître à nouveau. C'est très important de comprendre ça. Il l'avait reconnu le 17 juin quand il a signé le mémorandum d'accord. Mais ensuite, pour une raison ou une autre, il a abandonné cette position. Et tôt ou tard, il sera obligé de reconnaître à nouveau qu'il faut conclure un accord, que cette guerre ne peut pas durer éternellement.
Ce n'est pas dans l'intérêt national des États-Unis. How do you see the level Comment voyez-vous l'influence, s'il y en a une, des pays du Golfe sur la politique étrangère des États-Unis? Parce que j'aimerais comprendre ce qu'ils ont appris de leur côté. Hier, il y a eu une interview du ministre iranien des Affaires étrangères sur un média persan. Je l'ai regardé pour connaître la position de l'Iran et leur perception avant le début de cette guerre. Il a expliqué qu'il était en contact avec les ministres des Affaires étrangères des pays du Golfe avant que la guerre ne commence. Selon lui, leur principal message aux Iraniens était que les États-Unis allaient intervenir et qu'avec Israël, ils allaient tout détruire. Vos installations pétrolières, votre économie, tout serait anéanti. Vous seriez militairement vaincus et vous auriez besoin de nous le lendemain. Donc, il fallait vous tenir à carreau. C'était le ton avant que la guerre ne commence. Puis pendant la guerre, ils ont d'une certaine façon communiqué avec les Iraniens en disant « Si vous nous attaquez, on va répondre, mais gardez ça discret. On va répondre, mais vous ne ripostez pas. » C'était l'état d'esprit avant et pendant la guerre. Et maintenant, tout est en train de changer, et de changer radicalement. À votre avis, est-ce qu'il y a une sorte de courbe d'apprentissage pour la région? Pour que tous ces pays comprennent vraiment la réalité du détroit d'Ormuz et les conséquences de la guerre jusqu'à présent. Je pense qu'il ne fait aucun doute que la plupart des États ont compris que s'allier étroitement aux États-Unis et soutenir cette guerre, d'une manière ou d'une autre, a été une grave erreur. Je crois que vous avez raison de dire qu'avant le début du conflit, ils n'avaient pas prévu ce qui allait se passer. Très peu de gens, d'ailleurs, l'avaient anticipé. Je serais prêt à parier une grosse somme que la majorité des Iraniens ne pensaient pas que les choses tourneraient aussi bien pour l'Iran. Je parierais même que là encore, la plupart des Iraniens sont surpris par le succès qu'ils ont rencontré. Je pense qu'ils étaient confiants dans leur capacité à résister à une offensive américano-israélienne. Mais je ne crois pas que la plupart d'entre eux imaginaient à quel point ils réussiraient. Just how successful they would be. And they have been, as you know, remarkably successful. Et ils ont été, comme vous le savez, remarquablement efficaces. Cela ne veut pas dire que les Iraniens n'ont pas beaucoup souffert, loin de là. Mais malgré tout, à mon avis, ils ont remporté cette guerre. Maintenant, la suite des événements dépend, je pense, du pays du Golfe dont on parle. Si on regarde du côté des Saoudiens, je crois qu'ils ont parfaitement compris ce qui s'est passé ici. Et j'imagine que les Koweïtiens et les Bahreïnis, à ce stade, comprennent eux aussi très bien ce qui se joue. Les Émirats arabes unis, en revanche, c'est une autre histoire. Ils semblent prêts à s'allier à Israël et aux États-Unis et à maintenir une relation d'adversité avec l'Iran pour la suite. Adversarial relationship with Iran moving forward. But even there, you see signs that the UAE... Mais même là, on voit bien que les Émirats arabes unis comprennent que c'est pas dans leur intérêt qu'ils devraient chercher à établir un modus vivendi avec les Iraniens. Et je dirais, enfin difficile d'en être certain, mais je dirais qu'avec le temps, les Émirats finiront par trouver une forme d'accord avec l'Iran. C'est dans leur intérêt. Une guerre prolongée serait une catastrophe pour eux. Donc, j'imagine qu'il y a un vrai apprentissage en cours parmi les États du Conseil de coopération du Golfe, sans doute plus marqué chez certains que chez d'autres. Mais malgré tout, je dirais qu'il est difficile de ne pas voir ce qui se passe. Il faudrait vraiment être obtus pour ne pas comprendre que quand on est un État du Golfe Persique, être étroitement allié aux États-Unis et partir en guerre à leur côté contre l'Iran, ce n'est pas dans son intérêt. Est-ce que vous pensez que la guerre risque de s'étendre ou même de revenir vers Israël à cause des difficultés que rencontrent en ce moment les États-Unis avec les avions de chasse, les armes, les systèmes de défense aérienne? Ce serait problématique pour Israël,
justement à cause de ces systèmes de défense et des difficultés liées aux intercepteurs. Alors, comment voyez-vous l'escalade au fil du temps? On sait qu'hier, une centrale nucléaire en construction en Iran a été attaquée et qu'il y a aussi des frappes contre les réseaux électriques et même, d'une certaine façon, contre des usines de dessalement. Comme on en a parlé au Koweït, 2 d'entre elles ont été touchées, ainsi qu'une centrale électrique. Et tout ça s'aggrave. S'en prendre aux infrastructures, c'est extrêmement dangereux. Comment tout cela pourrait-il évoluer pour Israël si la guerre continue? Alors, je vais parler du cas israélien dans un instant, parce que c'est une excellente question. Mais d'abord sur la question des infrastructures. Il ne fait aucun doute qu'à partir de la fin de la semaine dernière, les Américains ont commencé de manière limitée à viser des infrastructures civiles, des ponts et des centrales électriques à l'intérieur de l'Iran. Les Iraniens ont riposté en s'en prenant à des usines de dessalement et à des centrales électriques au Koweït et à Bahreïn. Mais les attaques et les contre-attaques sont restées limitées, et il ne semble pas qu'il y ait eu, pour l'instant, une escalade majeure touchant les infrastructures civiles. Et, si l'on en croit les apparences, et je souligne bien le mot « apparence », il semble que les Américains commencent à lever le pied, qu'ils comprennent que intensifier ces frappes sur des infrastructures civiles dans ce jeu de représailles n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Nous avons encore pas mal de chemin à faire, heureusement, avant que cette stratégie de représailles ne s'intensifie vraiment et n'atteigne un niveau dangereux. Ça, c'est le premier point. Il faut rester vigilant, autrement dit, garder les yeux ouverts et voir comment les choses évoluent au cours de la semaine. Concernant Israël, votre question est très intéressante. D'abord, je pense que les Iraniens ne veulent pas impliquer les Israéliens dans le conflit. Ils savent très bien qu'ils ont déjà fort à faire avec les Américains. Et si les Israéliens s'en mêlent, ça pourrait devenir un vrai problème. Une offensive aérienne qui ressemblerait beaucoup à la guerre de 40 jours, celle qui a eu lieu du 28 février au 8 avril. Et les Iraniens ne veulent absolument pas en arriver là. Je pense que les Iraniens n'ont que très peu d'intérêt à attaquer Israël. Et je crois qu'il est tout aussi clair que les Israéliens n'ont pas envie de se lancer dans ce combat. Les Israéliens laissent intelligemment les Américains mener les opérations pendant qu'ils restent en retrait. C'est un cas classique de transfert de responsabilité. Et cela tient en partie, comme vous le disiez, et symbole au fait que les Israéliens ne disposent pas de missiles défensifs capables de les protéger contre les missiles balistiques et de croisière iraniens, ni contre les drones iraniens. Les Israéliens ne veulent donc pas devenir une cible. Ils ne veulent pas se retrouver dans la même situation que Bahreïn, le Koweït ou la Jordanie. Ils préfèrent rester en dehors du conflit. La grande inconnue, ici, c'est les États-Unis. Parce que si les États-Unis décident d'intensifier, et ça nous ramène à mon premier point, leurs attaques contre les infrastructures civiles, ils vont devoir s'appuyer fortement sur leurs avions et surtout sur les ravitailleurs pour alimenter les appareils basés en Israël. Et si ça se produit, je pense que les incitations pour les Iraniens à attaquer des cibles israéliennes augmentent nettement. Donc, à mon avis, le fait qu'Israël entre ou non dans le conflit dépend en grande partie, non pas des Iraniens ou des Israéliens eux-mêmes, mais de ce que feront les Américains, et de savoir s'ils vont vraiment intensifier leurs propres attaques contre les infrastructures civiles. Et encore une fois, si c'est le cas, je pense qu'Israël interviendra. If that happens, I think Israel will come in.